Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. J'ai plusieurs petits coucous à faire une fois de plus, donc je remercie Did Logan qui m'a offert un très joli bracelet. Le voici, j'adore. Merci beaucoup. Je remercie également tous les fans qui me suivent sur ma fanpage, mais également tous les inconditionnels de l'émission Voyage au bout de la nuit. Vous pouvez nous contacter, nous envoyer des messages, des petits coucous grâce au hashtag VBN, voilà, qui s'affiche sur votre écran, pour tous les réseaux sociaux, ou alors si vous voulez nous envoyer des courriers, ce sera à l'adresse postale de D8 qui est le 1 rue Les Enfants du Paradis à Boulogne-Billancourt. Voilà, et en gros, énorme, on marque D8 sur l'enveloppe. Voilà, je fais également un petit coucou à l'association Tibrec, qui est à Vers-sur-Marne. Voilà, je les embrasse tous, je pense fort à vous. Et voilà, j'espère qu'on va se revoir très bientôt pour de nouvelles aventures. Je suis ravie, en tout cas, de cet échange avec vous et qu'on soit ensemble. Voilà. Également, je remercie on va dire que c'est un petit conte de fées pour moi. Je remercie Jour de fête à Aubière, le 63. Je vous fais des gros bisous à tous, Clermont-Ferrand, tout ça. Voilà, j'ai une pensée pour vous. Après ce petit mot de remerciement, on va parler d'un oiseau bleu, un nain jaune, une princesse changée en biche, un attelage de souris. Non, j'ai pas bu. C'est simplement la magie féerique des contes de Madame d'Aulnoy. Ces contes de fées qui continuent à nous séduire. Nous nous en étions arrêtés à la page 59 pour ceux qui reprennent la lecture avec moi. Et c'est parti. Madame, lui dit la princesse, je vous proteste que je n'ai aucune part à ce qui vient d'arriver. Je signerai de mon sang, si vous voulez, que vous êtes la plus belle personne du monde et que je suis un monstre de laideur. Ah, vous plaisantez, ma petite mignonne, répliqua Grognon. Mais j'aurai mon tour avant peu. L'on alla dire au roi les fureurs de sa femme et que la princesse mourait de peur, qu'elle le suppliait d'avoir pitié d'elle parce que s'il l'abandonnait à la reine, elle lui ferait 1000 maux. Il ne s'en émut pas davantage et répondit seulement « Je l'ai donné à sa belle-mère. Elle en fera comme il lui plaira. » La méchante Grognon attendait la nuit impatiemment. Dès qu'elle fut venue, elle fit mettre les chevaux à sa chaise roulante. L'on obligea gracieusement d'y monter. Et sous une grosse escorte, on la conduisit à 100 lieues de là, dans une grande forêt où personne n'osait passer. Parce qu'elle était pleine de lions, d'ours, de tigres et de loups. Quand ils eurent percé jusqu'au milieu de cette horrible forêt, ils la firent descendre et l'abandonnèrent, quelques prières qu'elle put leur faire d'avoir pitié d'elle. « Je ne vous demande pas la vie, leur disait-elle. Je ne vous demande qu'une prompte mort. Tuez-moi. Pour m'épargner tous les maux qui vont m'arriver. » C'était parler à des sourds. Ils ne daignèrent pas lui répondre, et s'éloignant d'elle d'une grande vitesse, ils laissèrent cette belle et malheureuse fille toute seule. Elle marcha quelque temps sans savoir où elle allait, tantôt se heurtant contre un arbre, tantôt tombant, tantôt embarrassée dans les buissons. Enfin, accablée de douleur, elle se jeta par terre sans avoir la force de se relever. « Percinet !» s'écria-t-elle. « Percinet, où êtes-vous ? Est-il possible que vous m'ayez abandonnée ?» Comme elle disait ces mots, elle vit tout d'un coup la plus belle et la plus surprenante chose au monde. C'était une illumination si magnifique qu'il n'y avait pas un arbre dans la forêt, où il n'y eut plusieurs lustres remplis de bougies.
et dans le fond d'une allée, elle aperçut un palais tout de cristal qui brillait autant que le soleil. Elle commença de croire qu'il entrait du Percinet dans ce nouvel enchantement. Elle sentit une jolie mêlée de crainte. « Je suis seule, disait-elle. Ce prince est jeune, aimable, amoureux. Je lui dois la vie. Ah, c'en est trop. Éloignons-nous de lui. Il vaut mieux mourir que de l'aimer. » En disant ces mots, elle se leva malgré sa lassitude et sa faiblesse et s'en tournait les yeux vers le beau château. Elle marcha d'un autre côté, si troublée et si confuse dans les différentes pensées qui l'agitaient, qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Dans ce moment, elle entendit du bruit derrière elle. La peur la saisit. Elle crut que c'était quelque bête féroce qui y allait la dévorer. Elle regarda en tremblant et elle vit le prince Percinet, aussi beau que l'on dépeint l'amour. « Vous me fuyez, lui dit-il, ma princesse ? Vous me craignez quand je vous adore ? Est-il possible que vous soyez si peu instruite de mon respect que de me croire capable d'en manquer pour vous ? Venez, venez sans alarme dans le palais de féerie. Je n'y entrerai pas si vous me le défendez. Vous y trouverez la reine, ma mère, et mes sœurs, qui vous aiment déjà tendrement. Sur ce que je leur ai dit de vous, gracieuse, charmée de la manière soumise et engageante dont lui parlait son jeune amant, ne put refuser d'entrer avec lui dans un petit traîneau peint et doré, que deux cerfs tiraient d'une vitesse prodigieuse. De sorte qu'en très peu de temps, il la conduisit en 1000 endroits dans cette forêt, qui lui semblèrent admirables. On voyait clair partout. Il y avait des bergers et des bergères vêtus galamment, qui dansaient au son des flûtes et des musettes. Elle voyait en d'autres lieux, sur le bord des fontaines, des villageois avec leurs maîtresses, qui mangeaient et qui chantaient gaiement. « Je croyais, lui dit-elle, cette forêt inhabitée, mais tout m'y paraît peuplé dans la joie. » « Depuis que vous y êtes, ma princesse, répliqua Percinet, il n'y a plus dans cette sombre solitude que des plaisirs et d'agréables amusements. Les amours vous accompagnent, les fleurs naissent sous vos pas. » Gracieuse n'osa répondre. Elle ne voulait point s'embarquer dans ces sortes de conversations. Et elle pria le prince de la mener auprès de la reine sa mère. Aussitôt, il dit à ses serfs d'aller au palais de féerie. Elle entendit en arrivant une musique admirable, et la reine, avec deux de ses filles, qui étaient toutes charmantes, vinrent au-devant d'elle. L'embrassèrent et la menèrent dans une grande salle dont les murs étaient de cristal et de roche. Elle y remarqua avec beaucoup d'étonnement que son histoire jusqu'à ce jour y était gravée. Et même la promenade qu'elle venait de faire avec le prince dans le traîneau, mais cela était d'un travail si fini que les Phidias et tout ce que l'ancienne Grèce nous vante n'en auraient pu approcher. « Vous êtes des ouvriers bien diligents, dit Gracieuse à Percinet. À mesure que je fais une action et un geste, je le vois gravé. C'est que je ne peux rien perdre de tout ce qui a quelque rapport avec vous, ma princesse, répliqua-t-il, hélas. En aucun endroit, je ne suis ni heureux ni content. Elle ne lui répondit rien et remercia la reine de la manière dont elle la recevait. On servit d'un grand repas, où Gracieuse mangea de bon appétit, car elle était ravie d'avoir trouvé Percinet au lieu des ours et des lions qu'elle craignait dans la forêt. Quoiqu'ils fussent bien lasses, il engagea de passer dans un salon tout brillant d'or et de peinture, où l'on représenta un opéra. C'étaient les amours de Psyché et de Cupidon, mêlés de danse et de petites chansons. Un jeune berger vint chanter ces paroles. « L'on vous aime, Gracieuse, et le Dieu d'amour m'aime.
ne sauraient pas aimer au point que l'on vous aime. Imitez pour le moins les tigres et les ours, qui se laissent dompter aux plus petits amours. Des plus fiers animaux, le naturel sauvage s'adoucit au plaisir où l'amour les engage. Tous parlent de l'amour et s'en laissent charmer. Vous seul êtes farouche et refusez d'aimer. Elle rougit de s'être ainsi entendue nommer devant la reine et les princesses. Elle dit à Percinet qu'elle avait quelque peine que tout le monde entrât dans leur secret. Je me souviens là-dessus d'une maxime, continua-t-elle, qui m'agrée fort. Ne faites point de confidence et soyez sûrs que le silence a pour moi des charmes puissants. Le monde a d'étranges maximes. Les plaisirs les plus innocents passent quelquefois pour des crimes. Il lui demanda pardon d'avoir fait une chose qui lui avait déplu. L'opéra fini et la reine l'envoya conduire dans son appartement par les deux princesses. Il n'a jamais été rien de plus magnifique que les meubles, ni de si galant que le lit et la chambre où elle devait coucher. Elle fut servie par 24 filles vêtues en nymphes. La plus vieille avait 18 ans et chacune paraissait un miracle de beauté. Quand on l'eut mise au lit, l'on commença une musique ravissante pour l'endormir. Mais elle était si surprise qu'elle ne pouvait fermer les yeux. Tout ce que j'ai vu, disait-elle, sont des enchantements qu'un prince si aimable et si habile est à redouter. Je ne peux m'éloigner trop tôt de ces lieux. Cet éloignement lui faisait beaucoup de peine. Quitter un palais si magnifique pour se mettre entre les mains de la barbare Grognon, la différence était grande. On hésiterait un mois. D'ailleurs, elle trouvait Percinet si engageant qu'elle ne voulait pas demeurer dans un palais dont il était le maître. Lorsqu'elle fut levée, on lui présenta des robes de toutes les couleurs, des garnitures de pierreries de toutes les manières, des dentelles, des rubans, des gants et des bas de soie. Tout cela d'un goût merveilleux, rien n'y manquait. On lui mit une toilette d'or ciselé. Elle n'avait jamais été si bien parée et n'avait jamais paru si belle. Percinet entra dans sa chambre vêtu d'un drap d'or et vert, car le vert était sa couleur, parce que Gracieuse l'aimait. Tout ce qu'on nous vante de mieux, fait et de plus aimable n'approchait pas de ce jeune prince. Gracieuse lui dit qu'elle n'avait pu dormir, que le souvenir de ses malheurs la tourmentait, et qu'elle ne savait s'empêcher d'en appréhender les suites. « Qu'est-ce qui peut vous alarmer, madame ? Vous êtes souveraine ici. Vous y êtes adorée. Voudriez-vous m'abandonner pour votre plus cruel ennemi ? Si j'étais la maîtresse de ma destinée, lui dit-elle, le parti que vous me proposez serait celui que j'accepterais, mais je suis comptable de mes actions au roi de mon père. Il vaut mieux souffrir que manquer à mon devoir. Percinet lui dit tout ce qu'il put au monde pour la persuader de l'épouser. Elle n'y voulut point consentir. Et ce fut presque malgré elle qu'il la retint 8 jours, pendant lesquels il imagina 1000 nouveaux plaisirs pour la divertir. Elle disait souvent au prince « Je voudrais bien savoir ce qui se passe à la cour de Grognon et comment elle s'est expliquée de la pièce qu'elle m'a faite. » Percinet lui dit qu'il y enverrait son écuyer, qui était homme d'esprit. Elle répliqua qu'elle était persuadée qu'il n'avait besoin de personne pour être informé de ce qui se passait, et qu'ainsi il pouvait le lui dire. « Venez donc à moi, lui dit-il, dans la grande tour, et vous le verrez vous-même. » Là-dessus, il l'amena au haut d'une tour prodigieusement haute, qui était toute de cristal, de roche, comme le reste du château.
et lui dit de mettre son pied sur le sien et son petit doigt dans sa bouche, puis de regarder du côté de la ville. Elle aperçut aussitôt que la vilaine Grognon était avec le roi. Et qu'elle lui disait « Cette misérable princesse s'est pendue dans la cave. Je viens de la voir. Elle fait horreur. Il faut vitement l'enterrer et vous consoler d'une si petite perte. » Le roi se mit à pleurer de la mort de sa fille. Grognon, lui tournant le dos, se retira dans sa chambre et fit prendre une bûche que l'on ajusta de cornettes. Et bien enveloppée, on la mit dans le cercueil. Puis, par l'ordre du roi, on lui fit un grand enterrement, où tout le monde assista en pleurant et maudissant la marâtre qui l'accusait de cette mort. Chacun prit le grand deuil. Elle entendait les regrets qu'on faisait de sa perte, qu'on disait tout bas. Quel dommage que cette jeune et belle princesse soit périe par les cruautés d'une si mauvaise créature. Il faudrait la hacher et en faire un pâté. Le roi ne pouvait ni boire ni manger, il pleurait de tout son cœur. Gracieuse, voyant son père si affligé, « Ah, Percinet, dit-elle, je ne puis souffrir que mon père me croie plus longtemps morte. Si vous m'aimez, ramenez-moi. » Quelque chose qu'il put lui dire, il fallut obéir, quoique avec une répugnance extrême. « Ma princesse, lui disait-il, vous regretterez plus d'une fois le palais de féerie. Car pour moi, je n'ose croire que vous me regrettiez. Vous m'êtes plus inhumaine que Grognon ne voulait. » Quoi qu'il sût lui dire, elle s'entêta de partir. Elle prit congé de la mère de ses sœurs du prince. Il monta avec elle dans le traîneau. Les cerfs se mit à courir. Et comme elle sortait du palais, elle entendit un grand bruit. Elle regarda derrière elle. C'était tout l'édifice qui tombait en 1000 morceaux. « Que vois-je » s'écria-t-elle. « Il n'y a plus ici de palais ?»« Non, lui répliqua Percinet. Mon palais sera parmi les morts. Vous n'y enterrerez qu'après votre enterrement. »« Vous êtes en colère ?» lui dit Gracieuse, en essayant de le radoucir. « Mais au fond, ne suis-je pas plus à plaindre que vous ?» Quand ils arrivèrent, Percinet fit que la princesse, lui et le traîneau devinrent invisibles. Elle monta dans la chambre du roi et fut se jeter à ses pieds. Lorsqu'il la vit, il eut peur et voulut fuir, la prenant pour un fantôme. Elle le retint et lui dit qu'elle n'était pas morte, que Grognon l'avait fait conduire dans la forêt sauvage, qu'elle était montée en haut d'un arbre où elle avait vécu de fruits, qu'elle avait fait enterrer une bûche à sa place et qu'elle lui demandait en grâce de l'envoyer dans quelqu'un de ses châteaux, où elle ne fût exposée aux fureurs de sa marâtre. Le roi, incertain si elle lui disait vrai, envoya déterrer la bûche et demeura bien étonné de la malice de Grognon. Tout autre que lui l'aurait fait mettre à la place, mais c'était un pauvre homme faible. Il n'avait pas le courage de se fâcher de tout bon. Il caressa beaucoup sa fille et la fit souper avec lui. Quand les créatures de Grognon allèrent lui dire le retour de la princesse et qu'elle soupait avec le roi, elle commença de faire la forcenée. Et, courant chez lui, elle lui dit qu'il n'y avait point à balancer, qu'il fallait lui abandonner cette friponne, ou la voir partir dans le même moment pour ne revenir de sa vie. Que c'était une supposition de croire qu'elle fût la princesse Gracieuse. Qu'à la vérité, elle lui ressemblait un peu, mais que Gracieuse s'était pendue, qu'elle avait vu de ses yeux et que si on l'ajoutait foi aux impostures de celle-ci, c'était marqué de considération et de confiance pour elle. Le roi, sans dire un mot, lui abandonna l'infortunée princesse, croyant ou feignant de croire que ce n'était pas sa fille. Grognon, transporté de joie, la traîna, avec le secours de ses femmes, dans un cachot où elle la fit déshabiller. On lui ôta ses riches habits.
et on lui couvrit d'un pauvre guenillon de grosses toiles, avec des sabots dans ses pieds et un capuchon de bure sur sa tête. À peine lui donna-t-on un peu de paille pour se coucher et du pain bis. Dans cette détresse, elle se prit à pleurer amèrement et à regretter le château de féerie. Mais elle n'osait appeler Percinet à son secours, trouvant qu'elle en avait trop mal usé pour lui. Et nous pouvons se promettre qu'il l'aima assez pour lui aider encore. Cependant, la mauvaise Grognon avait envoyé quérir une fée, qui n'était guère moins malicieuse qu'elle. « Je tiens, lui dit-elle, ici une petite coquine dont j'ai sujet de me plaindre. Je veux la faire souffrir et lui donner toujours des ouvrages difficiles dont elle ne puisse venir à bout, afin de la pouvoir rouer de coups sans qu'elle ait lieu de s'en plaindre. Aidez-moi à lui trouver chaque jour de nouvelles peines. » La fée répliqua qu'elle y rêverait et qu'elle reviendrait le lendemain. Elle n'y manqua pas. Elle apporta un écheveau de fil, gros comme 4 personnes, si délié que le fil se cassait à souffler dessus, et si mêlé qu'il était en un tapon sans commencement ni fin. Grognon, ravi, envoya quérir sa belle prisonnière et lui dit « Ça, ma bonne commère, apprêtez vos grosses pattes pour dévider ce fil, et soyez assurés que si vous en rompez un seul brin, vous êtes perdus. Car je vous écorcherai moi-même, commencez quand il vous plaira, mais je veux l'avoir dévidé avant que le soleil se couche. » Puis elle l'enferma sous 3 clés dans une chambre. La princesse n'y fut pas plus tôt que, regardant ce gros écheveau, le tournant et retournant, cassant 1000 fils pour un, elle demeura si interdite qu'elle ne voulut pas seulement tenter d'en rien dévider. Et le jetant au milieu de la place, « Va, dit-elle, fil fatal, tu seras cause de ma mort. Ah, Percinet, Percinet, si mes rigueurs ne vous ont point trop rebuté, je ne demande pas que vous ne veniez me secourir, mais tout au moins venez recevoir mon dernier adieu. » Là-dessus, elle se mit à pleurer si amèrement que quelque chose de moins sensible qu'un amant aurait été touché. Percinet ouvrit la porte avec la même facilité que si l'on eût gardé la clé dans sa poche. « Me voici, ma princesse, lui dit-il, toujours prêt à vous servir. Je ne suis point capable de vous abandonner, quoique vous reconnaissiez mal ma passion. » Il frappa 3 coups de sa baguette sur l'écheveau. Les fils aussitôt se rejoignirent les uns aux autres, et en 2 autres coups, tout fut dévidé d'une propreté surprenante. Il lui demanda si elle souhaitait encore quelque chose de lui et si elle ne l'appellerait jamais que dans ses détresses. « Ne me faites point de reproches, beau Percinet, dit-elle. Je suis déjà assez malheureuse. Mais ma princesse, il ne tient qu'à vous de vous affranchir de la tyrannie dont vous êtes la victime. Venez avec moi. Faisons notre commune félicité. Que craignez-vous ? » « Que vous ne m'aimiez pas assez, répliqua-t-elle. Je veux que le temps me confirme vos sentiments. » Percinet, au trait de ses soupçons, prit congé d'elle et la quitta. Le soleil était sur le point de se coucher. Grognon en attendait l'heure avec 1000 impatiences. Enfin, elle la devança et vint avec ses 4 furies qui l'accompagnaient partout. Elle mit les 3 clés dans les 3 serrures et disait en ouvrant la porte « Je gage que cette belle paresseuse n'aurait fait œuvre de ses 10 doigts. Elle aura bien aimé dormir pour avoir le teint frais. » Quand elle fut entrée, Gracieuse lui présenta le peloton de fil où rien ne manquait. Elle n'eut pas autre chose à dire, sinon qu'elle l'avait sali, qu'elle était une malpropre, et pour cela qu'elle lui donna 2 soufflets, dont ses joues blanches et incarnates devinrent bleues et jaunes.
L'infortunée gracieuse souffrit patiemment une insulte. Qu'elle n'était pas en état de repousser, on la ramena dans son cachot, où elle fut bien enfermée. Grognon, chagrine de n'avoir pas réussi à l'écheveau de fil, envoya quérir la fée et la chargea de reproches. « Trouvez, lui dit-elle, quelque chose de plus malaisé, pour qu'elle n'en puisse venir à bout. » La fée s'en alla, et le lendemain, elle fit apporter une grande tonne pleine de plumes. Il y en avait de toutes sortes, d'oiseaux, de rossignols, de serins, de tarins, de chardonnerets, linottes, fauvettes, perroquets, hiboux, moineaux, colombes, autruches, outardes, paons, alouettes, perdrix. Je n'aurais jamais fait si je voulais tout nommer. Ces plumes étaient mêlées les unes parmi les autres, les oiseaux même n'auraient pu les reconnaître. Voici, dit la fée, en parlant à Grognon, de quoi éprouver l'adresse et la patience de votre prisonnière. Commandez-lui de trier ses plumes, de mettre celles des paons à part, des rossignols à part, et ainsi de chacune, elle fasse un monceau. Une fée y serait assez nouvelle. Grognon pâma de joie. Et s'en figurant l'embarras de la malheureuse princesse, elle l'envoya quérir, lui fit ses menaces ordinaires et l'enferma avec la tonne dans la chambre des 3 serrures, lui ordonna que tout l'ouvrage fût fini au coucher du soleil. Gracieuse prit quelques plumes, mais il lui était impossible de connaître la différence des unes aux autres. Elle les rejeta dans la tonne. Elle les prit encore. Elle essaya plusieurs fois et voyant qu'elle tentait une chose impossible, « Mourons, dit-elle, d'un ton et d'un air désespéré, c'est ma mort que l'on souhaite. C'est qu'elle finira mes malheurs. Il ne faut plus appeler Percinet à mon secours. S'il m'aimait, il serait déjà ici. »« J'y suis, ma princesse, » s'écria Percinet, en sortant du fond de la tonne où il était caché. « J'y suis pour vous tirer de l'embarras où vous êtes. Doutez, après tant de preuves de mon attention, que je vous aime plus que ma vie. » Aussitôt, il frappa 3 coups de sa baguette, et les plumes sortant d'un millier de la tonne se rangeaient d'elles-mêmes par petits morceaux tout autour de la chambre. « Que ne vous dois-je point, Seigneur ?» lui dit Gracieuse. « Sans vous, j'allais succomber. Soyez certain de toute ma reconnaissance. » Le prince n'oublia rien pour lui persuader de prendre une ferme résolution en sa faveur. Elle lui demanda du temps et quelque violence qui se fit. Il lui accorda ce qu'elle voulait. Grognon vint. Elle demeura si surprise de ce qu'elle voyait qu'elle ne savait plus qu'imaginer pour désoler Gracieuse. Elle ne laissa pas de la battre, disant que les plumes étaient mal arrangées. Elle envoya quérir la fée et se mit dans une colère horrible contre elle. La fée ne savait que lui répondre. Elle demeurait confondue. Enfin, elle lui dit qu'elle allait employer toute son industrie à faire une boîte qui embarrasserait bien sa prisonnière si elle s'avisait de l'ouvrir. Et, quelques jours après, elle lui apporta une boîte assez grande. « Tenez, dit-elle à Grognon, envoyez porter cela quelque part par votre esclave. Défendez-lui bien de l'ouvrir, elle ne pourra s'empêcher. Et vous serez contente. » Grognon ne manqua à rien. « Portez cette boîte, dit-elle, à mon riche château, et là, mettez sur la table du cabinet. Mais je vous défends, sur peine de mourir, de regarder ce qui est dedans. » Gracieuse partit, avec ses sabots, son habit de toile et son capuchon de laine. Ceux qui la rencontraient disaient « Voilà quelque déesse déguisée », car elle ne laissait pas d'être d'une beauté merveilleuse. Elle ne marcha guère dans ce lasser beaucoup. En passant dans un petit bois qui était bordé d'une prairie agréable, elle s'assit pour respirer un peu. Elle tenait la boîte sur ses genoux et tout d'un coup, l'envie la prit de l'ouvrir.
Qu'y a-t-il dans cette boîte? Un magnifique conte de fées que j'apprécie énormément. J'espère pour vous aussi. Nous découvrirons ce qu'il y a dans cette boîte dans une prochaine édition de Voyage au bout de la nuit. En attendant, je vous souhaite de jolis rêves et je vous dis à très bientôt. Au revoir.